On a promu, vous avez qu'à voir l'exemple de Trappes qui est très probant, les gens qui sont sortis de là-bas, la culture Lafouine, qu'on a distillée dans toutes les MJC et tous nos écrans TV sur YouTube, en disant ces gens sont votre modèle. D'accord ? Soit tu seras humoriste, soit tu seras rappeur, soit tu seras footballeur. Et quand ces gens font ce qu'ils font, ils le reprochent à leurs parents, à qui on a interdit de donner, de transmettre une culture musulmane qu'on dénie aujourd'hui et une visibilité musulmane qui va de pair. On a laissé faire dans les banlieues, notamment là je parle des religieux et des grands frères. Alors les grands frères ont cette expérience politique, ils ont fait partie, comme tu dis, des MJC, ils ont fait la marche des beurs, etc. Ils n'ont tiré aucune leçon, apparemment ne veulent pas sortir de l'esprit quémandeur. Hakim Karoui s'en est pris au voile, au hijab, en le traitant de tissu et a dit qu'effectivement, pour lui, ça serait amené à disparaître très prochainement. Donc je ne sais pas de quoi il parlait, est-ce que c'était sociologiquement ou par une loi, ou en tout cas il voulait des imams qui aillent dans ce sens. Une autre anecdote, il rentre quand même dans un lieu qui est géré par une mosquée, et donc qui se fait notamment office de lieu de prière à certains moments. Tout le monde a retiré ses chaussures, lui non. Pour moi c'était assez symbolique de la démarche. On arrive sur l'islam de France et on va s'essuyer dessus et on ne retirera pas les chaussures. Il voudrait que l'islam soit gouverné par l'État et géré par l'État français, non plus par les musulmans. Voilà, c'est son projet. On est cette alliance de différentes cultures, de la culture héritée de nos parents, mais est-ce que tu penses qui est la culture imazigh ou la culture arabe. On a ce socle commun qui est l'islam et qui nous rejoint tous, quelles que soient nos origines sociales et ethniques. Mais on a aussi cette part de francité qui existe en nous. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, quand je te parle en français, donc je ne suis pas là pour dénier une réalité qui existe et qui est probante. Elle est en face de nous. Et on a aussi cette petite culture monde qui nous vient des États-Unis, qu'on retrouve dans chaque capitale. On a Paris, bon, voilà. Donc on est cet homme complet qui est l'homme du XXIe siècle. Et c'est à nous de les structurer et de prioriser certaines par rapport à d'autres. Par exemple, la musulmane par rapport à l'ethnique. Ça, je pense que c'est important. Cette question musulmane, comme on avait la question juive dans les années 30, existe aujourd'hui en France. Et ça, c'est le travail de nombreux penseurs, de nombreux pamphlétaires, de groupes d'action, de lobbies, de gens qui ont des idées qui sont contraires aux nôtres. C'est ça la démocratie libérale. C'est le pouvoir de communautés d'influence, de pouvoir faire vivre leurs idées au sein de la société. Et c'est le fonctionnement même de la démocratie moderne. Comme on le voit aux États-Unis où c'est clair avec les lobbies, alors qu'en France c'est caché plus ou moins, alors que tout le monde le sait. Et là c'est la communauté à qui on dénie ce droit, c'est la communauté musulmane. Assalamu alaikum, Elias Dimzalen. Comme ça. Bonjour à tous. Donc tu es fondateur et animateur du site Islam Info, qui est un site très connu dans la communauté musulmane. Je suis fondateur, c'est ça. Fondateur et animateur. J'ai vu que vous avez rencontré Hakim El-Karoui avant qu'il écrit son rapport sur la fabrique de l'islamisme. Qu'as-tu pensé de ce rapport ? Écoute, ce rapport, il a dressé un état des lieux quant à ce qu'il appelle la fabrique de l'islamisme. En vérité, il a fait, on va dire, une petite recherche sur tous les gens qui représentaient le terrain au niveau communautaire musulman. Et il l'a affiché dans un rapport grandiloquent en nous dénonçant comme de méchants islamistes. Et donc tu l'as rencontré, comment ça s'est déroulé ? Écoute, notre ami Hakim qui était au début assez friand de bonnes relations, notamment de relations de terrain, puisque tout le monde sait qu'il est complètement coupé de la base, cherchait à rencontrer des gens pour les convaincre de participer à son initiative. Et donc on l'a rencontré, moi, l'imam, le prédicateur Nader et d'autres, dans le cadre d'une discussion ouverte, pour en fait, où le but pour lui c'était qu'on le rejoigne. D'accord. Il a rencontré donc toi, Nader, qui d'autre ? D'autres imams influents et des acteurs de terrain, des présidents de mosquées. Et il vous a proposé quoi ? Il nous a proposé clairement, il nous a exposé tout d'abord son projet d'islam de France, du Concordat en vérité. Et on l'a écouté poliment et on lui a fait savoir qu'on n'était pas très intéressé. Et donc toutes ces propositions, c'est ce qui est un peu dans le rapport, oui, voilà, ce qui est diffuse. Et vous lui avez dit clairement que vous étiez en désaccord ou il y avait des points avec lesquels vous étiez en accord ?
Écoute, est-ce que tu peux résumer en quelques mots pour toi justement Qu'est-ce que tu penses de Karoui? voilà, enfin de Karoui, de ce qu'il a écrit. oh, la personne, écoutez, elle est fort sympathique. Hein. Je ne veux pas juger la personne. Mais par contre, sur ses idées politiques, évidemment, on ne partage pas les mêmes idées. Il a une vision. Ouais, écoute, il est issu d'un milieu déjà. Hein. Ça a été, comme le répète à chaque fois notre ami Fatah Delkens, conseiller de dictateur Ben Ali. Puis il a travaillé à la banque Rothschild. Donc il essaye de faire une OPA sur l'islam de France, avec son projet diligenté par l'Institut Montaigne, avec un de ses proches qui a travaillé avec lui, du moins proche. Ils ont travaillé ensemble, un certain Macron, et il essaye en fait de réhabiliter une religion de concordat. Il voudrait un islam de concordat. Pour revenir au livre de Baudérault, je ne me rappelle jamais du nom exact de ce penseur qui nous explique qu'est-ce que la laïcité, et effectivement il voudrait que, en clair, pour faire simple pour les gens, il voudrait que l'islam soit gouverné par l'État et géré par l'État français, non plus par les musulmans. Voilà, c'est son projet. Qu'est-ce que tu penses des diverses initiatives actuellement entre Karoui, le CFCM, la consultation des musulmans? Qu'est-ce que tu penses de cette organisation de l'islam qui est en train de se mettre en place? Diverses perspectives. Je ne vais pas encore m'acharner sur le CFCM, j'ai déjà fait. C'est l'islam, du moins les représentants autoproclamés, qui ne sont que des bénis oui-oui au service des ambassades et des préfectures. Voilà, pour faire simple et clair, qui ne servent que leurs intérêts et les intérêts des services des pays d'origine. Donc c'est un islam étranger qui n'a aucun lien avec les musulmans en France. C'est une coquille vide qui ne représente qu'elle-même. Bon, là il semble que Karoui leur fasse peur, donc ils nous disent qu'ils vont révolutionner les choses en ramenant des jeunes et des femmes. J'attends de voir, mais de toute façon je n'attends rien d'eux en vérité, puisque un arbre qui n'a jamais donné de fruits n'en donnera jamais. Voilà, je n'attends rien d'eux, mais bon, j'ai pas de. Wait and see, quoi. Non, j'ai pas d'attente. Ils feront rien à mon avis, et de toute façon il n'y a qu'à voir. Ils annoncent quelque chose, et c'est les préfectures qui convoquent les imams et les présidents de mosquées pour faire ces fameuses consultations. C'est quand même révélateur. Donc on voit qui tient le CFCM et qui fait quoi. Et qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Marwan Mohamed sur la consultation des musulmans? Écoute, Marwan Mohamed, c'est un ami. Je l'ai rencontré dans ce cadre. C'est quelqu'un qui est très compétent, qui essaie de faire le maximum pour la communauté. Son initiative, je pense, est de bonne loi. Elle est une initiative qui est positive, puisque les musulmans essayent de se réemparer un petit peu de leur destin et notamment de leur représentativité. Après, moi, pour tout dire, je ne suis pas sûr que la représentativité soit la première chose sur laquelle on est à s'affairer, puisque pour représenter quelque chose, faut-il être quelque chose, et représenter quelque chose, en clair, comme je le disais à nombreux amis, et l'image est de mon ami Rafik Shekat. Un représentant, c'est bien, on a l'exemple que chaque élève connaît, ou chaque ancien élève que nous sommes connaît, l'exemple du délégué de classe. Un délégué de classe, ça assiste au conseil de classe avec les professeurs, les directeurs, etc., et les membres de l'établissement. On avait un mauvais délégué de classe, qui était quelqu'un qui ne nous représentait pas et qui était le CFCM. Si on change le délégué de classe, est-ce que vous pensez vraiment, même si le délégué est quelqu'un d'hors pair et quelqu'un de confiance et un ami, est-ce que franchement ça changera les choses et le rapport de force qu'a bien voulu instaurer l'État entre les représentants entre guillemets de la communauté musulmane et l'État lui-même? Je ne pense pas. Je pense que la réponse est ailleurs. Quelles sont les priorités selon toi? Écoute, que les musulmans se réemparent de leur destin et qu'ils soient enfin des acteurs de leur vie. Et ça se décline pas en une phrase, mais pardon. En clair, les musulmans doivent se réemparer de leur destin, essayer de faire en sorte que cette communauté s'organise, déjà dans un premier lieu. Et ça, il y a un travail de conscientisation qui doit être fait, à l'instar d'autres mouvements qui l'ont fait, et je l'ai déjà dit, comme les Black Panthers, ou des mouvements indigénistes comme on voit en Amérique du Sud, qui ont tout d'abord conscientisé les gens sur leurs conditions, sur leur histoire, sur leur culture,
puis qui les ont organisés à travers des œuvres sociales, d'éducation, d'instruction, de coopération, et qui ont fait que cette communauté a pu devenir une réelle communauté organisée, qui était active et qui sauvait les siens en clair. Le but, c'est de servir les siens. D'accord ? Donc tant qu'on n'aura pas des gens qui sont capables de servir au quotidien la communauté, ils ne représenteront à la limite qu'une association qui, sur le terrain, ne vaut rien. Donc la première des priorités, c'est vraiment de s'organiser, et je pense que c'est en train d'être fait. Il y a des gens de tout horizon aujourd'hui qui face à cette islamophobie déferlante qu'on a en France, et face à cette incurie des soi-disant représentants de l'islam de France, sont en train de faire des choses pour que les musulmans soient véritablement, non pas représentés, mais actifs dans leur vie de tous les jours. Qu'on trouve un esprit solidaire, une solidarité, des initiatives sociales, la reculturation sur notre histoire, sur notre, justement, sur notre vie, quoi. Pardon, est-ce qu'on ne doit pas, nous, aujourd'hui, les musulmans de France, se poser la question de qui nous sommes, en fait? Si. C'est-à-dire de qui nous sommes, Si. et de qu'est-ce qu'on doit faire ici, vis-à-vis de la société française. Tout à fait. Comme je dis, les mouvements, qui soient des mouvements gauchistes ou socialistes, ou je préfère dire les mouvements anti-impérialistes d'Amérique du Sud, ou les mouvements afro-américains aux États-Unis, se sont déjà posé la question de qui sommes-nous. C'est déjà le préalable à toute chose. Donc ça amène à redécouvrir son être, son histoire, sa communauté. Et une fois que cette redécouverte est faite, les gens peuvent se penser et relever la tête. Et on peut donner l'exemple d'ailleurs de Ben Badis, qui peut-être vous parlera plus, qui, dans ses écoles coraniques en Algérie, qu'il avait ouvert face aux Zaouïas, qui sont exactement l'image du CFCM actuel, qui était imposé par le colon français, avait fait ouvrir des écoles dans lesquelles on n'apprenait pas seulement le Coran, mais dans lesquelles il y avait cette reculturation qui est nécessaire dans nos quartiers, où on apprenait l'histoire du Maghreb. Et des gens qui retrouvaient leurs principes et leur histoire étaient à même à affronter la vie et à relever la tête et à ne plus jamais se faire dominer. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué pour nous du fait de notre double culture? C'est-à-dire que l'exemple que tu donnes est très vrai, mais ça reste en fait une population qui tentait de se réattribuer sa culture et son identité sur sa propre terre. Nous aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas dans quelque part une schizophrénie, la communauté je parle, vis-à-vis de notre identité? Est-ce que nous-mêmes on a mis vraiment le doigt sur ce qu'on est? Écoute, les seuls schizophrènes, c'est les gens qui se pensent comme des Français de souche alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne le seront jamais, ça Zemmour sera toujours là pour leur rappeler, et ceux qui pensent qu'ils vivent à Médine du temps du prophète, à lui bénédiction et salut. Cette schizophrénie, évidemment, est à bannir et à exclure, puisqu'elle n'est pas réelle. Il n'y a personne qui vit comme du temps du prophète, à lui bénédiction et salut, et il n'y a personne qui a cette culture française comme l'aurait par exemple un Français comme on dirait François de souche. Voilà. C'est un petit clin d'œil. On est ce qu'on est, comme tu as dit. On est cette alliance de différentes cultures, de la culture héritée de nos parents, mais est-ce que tu penses qui est aujourd'hui la culture imazigh ou la culture arabe. On a ce socle commun qui est l'islam et qui nous rejoint tous, quelles que soient nos origines sociales et ethniques. Mais on a aussi cette part de francité qui existe en nous et qu'on a, ne serait-ce qu'aujourd'hui, quand je te parle en français, donc je ne suis pas là pour dénier une réalité qui existe et qui est probante. Elle est en face de nous. Et on a aussi cette petite culture monde qui nous vient des États-Unis, qu'on retrouve dans chaque capitale. On a Paris, bon, voilà. Donc on est cet homme complet qui est l'homme du 21e siècle ou du 3e millénaire. Et c'est à nous justement de plus vivre, parce que je pense qu'on arrive dans une époque non plus moderne mais post-moderne, où il n'y a pas un individu ou un homme nouveau, mais plutôt des individus qui sont complexes et qui rejoignent en eux une multitude d'appartenances. Et c'est à nous de les structurer et de prioriser certaines par rapport à d'autres. Par exemple, la musulmane par rapport à l'ethnique. Ça, je pense que c'est important. Voilà. Bien sûr. Et toi qui tiens un site internet, que penses-tu qu'il faudrait faire pour lutter contre cette islamophobie médiatique très présente à l'heure actuelle ?
Là, tu me demandes de décliner un plan de 20 ans. Je ne suis pas Staline et j'ai pas d'État, donc je pourrais pas te donner de plan quinquennal, mais en tout cas te donner tout au moins certaines pistes, et te dire déjà comment ça s'est passé. Il faut savoir que face à nous, on a des gens qui sont organisés, qui travaillent. Les milieux islamophobes qui sont multiples, qui sont pas on n'est pas face aux méchants racistes et fachos. Je rappelle que quand même, le pouvoir en place, c'est pas celui de Marine Le Pen, d'accord ? Elle est islamophobe et raciste certes, mais c'est pas elle qui a fait voter les lois islamophobes. Donc c'est les pouvoirs en place, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ont appliqué cette islamophobie d'État depuis des années. Mais pourquoi cette islamophobie d'État est arrivée dans chaque tête, on va dire qu'elle a conquis les élites françaises, parce qu'aujourd'hui tu peux parler à un médecin, tu peux parler à un avocat ou à quelqu'un des ministères, ils pensent la même chose. L'islam est un problème. Après c'est la solution qui varie. La République, la laïcité ou les chasser comme dirait Zemmour. C'est la solution qui change, mais par contre, pour eux, nous sommes devenus un problème. C'est-à-dire que cette question musulmane, problème musulman, comme on avait la question juive dans les années 30, existe aujourd'hui en France. Et ça, c'est le travail de nombreux penseurs, de nombreux pamphlétaires, de groupes d'action, de lobbies, de gens qui ont des idées, qui sont contraires aux nôtres, qui agissent pendant des années. On se rappelle des premiers signataires, qui étaient alors minoritaires, de la fameuse pétition contre le voile à Creil. Déjà Finkielkraut, il me semble. Finkielkraut, il n'y a pas longtemps, 1 an ou 2 ans, il en a refait une, et ils n'étaient pas 5 ou 10. Ils étaient 100, 300, on n'arrivait plus à les compter. Donc ils ont travaillé, ces gens-là, ils ont produit... Maintenant, ils demandent même de réformer le Coran. Oui, oui, c'était dans cette pétition qui... pétition. Oui. Il y a quelque chose de plus récent qui est arrivé et dont on discute actuellement, et là ça serait intéressant de savoir ce que t'en dis. C'est que actuellement, apparemment, ils réfléchissent à modifier les textes de loi sur la laïcité, et apparemment c'est concrètement les musulmans qui seraient visés, même si... Écoute, effectivement, on est en train de changer la loi 1905. C'est une demande de l'Institut Montaigne et de Karoui pour effectivement installer un islam du concordat, c'est-à-dire où l'État aurait en fait la main mise sur la finance islamique en clair, pour pouvoir ensuite former des écoles qui donneraient la bonne parole à travers des imams formés par la préfecture. Écoute, c'est une loi qui est en train de passer. Avant, on nous expliquait que la laïcité était une loi sacro-sainte, qu'on ne pouvait la toucher quand on nous l'opposait. Simplement. Voilà. Et apparemment, quand c'est contre nous, et pour nous diriger, et pour nous faire baisser la tête, et pour nous contrôler, et pour mettre à notre tête des gens qui dirigent contre nous, ça devient possible. C'est quand même dramatique parce que quelque part, ça laisse entendre que la vision de Karoui pourrait être éventuellement acceptée. Écoute, tu sais, les ministères, ils sont obligés de jouer sur plusieurs tableaux. Il y a les visions Karoui, il y a la vision du CFCM, qui est quand même appuyée par les ambassades, qu'il ne faut pas vexer en termes de diplomatie. Il y a des mouvements qui apparaissent, comme le mouvement des musulmans de notre frère Malon Mohamed. Donc l'État fait avec tout ça, et je pense nous donnera une solution qui fera la synthèse. Je pense pas qu'ils couperont dans le vif. On n'a plus d'hommes comme Sarkozy ou comme Chevènement qui ont gardé en eux cet esprit colonial et à poigne, comme tu dis, pour pouvoir imposer, comme il avait fait Sarkozy au CFCM, de se réunir et de signer vous êtes le CFCM et vous obéissez aux préfectures, point, à la ligne. On n'a plus ce genre de personnes, donc non, je pense qu'il y aura une synthèse. Je pense qu'il y aura une synthèse de tout cela pour essayer de diviser un petit peu plus les musulmans et de faire en sorte que rien n'émerge comme d'habitude. Parce qu'il faut se poser quand même des questions à un moment. Quand rien n'émerge comme ça, il y a une politique qui est voulue de division, de fractionnement. Et les musulmans y répondent malheureusement et se font avoir. Ça nous ramène à ça. Est-ce que quelque part on ne s'est pas aussi trop... comment dirais-je ? Est-ce qu'on n'a pas trop fait penser que c'était la faute de l'État et que quelque part la solution... Oui, c'est ça. T'as raison. Oui, il y a un moment où les musulmans, effectivement, font bien de critiquer la politique officielle
la France qui a une politique islamophobe d'État qui fait en sorte que les musulmans jamais ne puissent relever la tête, s'organiser et se construire. On veut toujours avoir une communauté musulmane qui serait une communauté toujours chapeautée sous tutelle. Ça c'est, comme diraient certains, les relents de colonialisme ou chez des autres, une menace que constituerait la communauté musulmane à cause de l'islam politique ou à cause de son poids par rapport à des échéances politiques ou par rapport à des problèmes internationaux qu'on ne veut donc pas lui accorder à cette communauté pour qu'elle ne puisse pas avoir un poids décisif en France et sa voix comme toutes les communautés. Tu connais la communauté arménienne, tu sais qu'elle a fait voter une loi sur le génocide. Ça a posé problème à personne. Tu sais que d'autres communautés aussi sont influentes. Tu sais qu'il y a un ministre qui a dû démissionner parce que les chasseurs, qui sont une communauté à part entière, lui ont fait sentir qu'il était trop. Il y a dans d'autres ministères, on voit que l'écologie est représentée par des gens très proches quand même des lobbies proches des industries. Et voilà. Donc chacun agit et c'est quelque part la démocratie moderne. C'est ça la démocratie libérale. C'est le pouvoir de communautés d'influence, de pouvoir faire vivre leurs idées au sein de la société. Et c'est le fonctionnement même de la démocratie moderne, comme on le voit aux États-Unis où c'est clair avec les lobbies, alors qu'en France c'est caché plus ou moins, alors que tout le monde le sait. Et là c'est la communauté à qui on dénie ce droit, c'est la communauté musulmane. J'ai une question pour toi. Donc, il y a François Touche qui nous envoie une question. Que penses-tu de l'islamisation de la France et de la Seine-Saint-Denis par exemple ? Que penses-tu du fait que, comment dire, y a-t-il une islamisation de la Seine-Saint-Denis c'est intéressant, parce qu'actuellement il y a un livre qui est sorti. Par rapport au livre, je sais pas. Que penses-tu ? C'est comme si tu me disais pourquoi les pommes sont rouges, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, il y a des musulmans en Seine-Saint-Denis. C'est exactement ce que je dis, c'est qu'il y a 50% de musulmans là-bas, ils vivent en tant que musulmans, vous n'allez pas les faire vivre en tant que bouddhistes. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et en plus, ils montent la Seine-Saint-Denis parce que c'est là où il y en a le plus. Non, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une islamisation aujourd'hui. Ils ne savaient pas quand ils ont fait venir les grands-parents en fait. Du Maroc, c'est des gens qui sont musulmans tout simplement. Non, mais quand ils disent islamisation, ils sous-entendent que il y a des commerces musulmans. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus, comme tu dis. Mais ils ont oublié que c'est eux qui les ont fait venir pour les faire travailler, les exploiter, faire du dumping social. Et aujourd'hui, ils les redécouvrent en face de chez eux. Non, ce qu'ils redécouvrent vraiment, c'est qu'en vérité, la femme qui portait avant le voile et qui passait l'aspirateur dans le bureau et qu'on acceptait et qu'on aimait bien pour ses gâteaux, aujourd'hui, sa fille peut postuler pour être ta directrice. Et là, ça gêne beaucoup plus. C'est exactement ça. Le xénophobe moyen, ça le gêne. C'est ça qui gêne. C'est qu'en fait, ces enfants que nous sommes arrivent et accèdent à certains postes. Et il y a un sentiment de défiance par rapport à cela, parce qu'on n'accepte pas que l'autre puisse être notre supérieur hiérarchique. On se gêne pas d'être musulman, je veux dire, on a la barbe, l'autre a le voile, et on va pas se priver d'être ce qu'on est parce qu'il y aurait une pression supposée sociétale là-dessus, quoi. Et ça les gêne. Ça les gêne parce que en France, ils ont l'habitude qu'il y ait une société un peu uniformisée, comme ils disent, laïque. Je suis pas sûr, moi je pense que la France a été très multiple. Tous ces gens non, mais je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les gens qui nous font un récit de la France, à la Bainville, légendaire, qui a toujours été la même et unie, à la Zemmour, j'allais dire, contre un ennemi. Non, la France a toujours été multiple, la France des provinces, elle a toujours existé. Il n'y a pas très longtemps, on parlait avec un accent dans les Yvelines, dans certaines campagnes des Yvelines. Je parle même pas des Bretons, des Corses, des Basques. La France a toujours été multiple, avec différentes lois qui s'appliquaient sur son territoire. Les lois qui s'appliquent en Alsace-Moselle ne sont pas les lois qui s'appliquent ici. Je crois savoir que là-bas, la laïcité n'a pas le droit de citer. Donc ça ne gênait personne. Mais par contre, en Ile-de-France, on reproche aux musulmans d'être musulmans. Je comprends pas très bien. Moi, je vois pas. C'est-à-dire qu'à un moment, faut être clair.
Il faut dire aux gens, vous nous gênez parce que vous êtes musulmans, on veut plus de vous. Et au moins on a un discours cohérent, comme l'avait à une certaine époque Jean-Marie Le Pen, parce que... Qu'est-ce que tu penses du discours de Zemmour, justement, aujourd'hui? Bah, écoute, Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a eu, comme on dit dans ce qui est de la guerre culturelle, guerre idéologique, comme l'explique à sa façon Gramsci, une victoire éclatante. Il a commencé à être le petit trublion dans les émissions On n'est pas couché. de Ruquier, qui est au passage un grand propagateur de l'islamophobie, comme l'est aujourd'hui Pascal Praud, qui joue un très grand rôle, ces gens-là. Et je parle même pas des gens qui sont derrière et qui programment les émissions, mais bref. Et ces gens-là ont un très grand rôle dans la propagation de l'islamophobie. Bah, ce type-là a commencé, il était personne. Il faisait rire les gens, on se moquait de lui, oh oui, le petit facho de service. Aujourd'hui, ces idées sont dominantes au sein de la société française, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les musulmans sont un problème. La seule chose qui diffère de gauche ou à droite ou à l'extrême droite, c'est la façon de traiter. Certains en empêchant la visibilité, d'autres en luttant de façon policière contre la visibilité, et d'autres par ce que certains appellent la remigration. Moi, ça m'amène sur un sujet qui est central, et qui est, je pense, un vrai problème dans la communauté musulmane, et qui est devenu un vrai problème, la radicalisation. Le fait d'être rejeté comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, ça pousse des jeunes à basculer dans des choses dramatiques? Déjà, ce mot, le mot radicalisation, j'ai jamais adhéré à la définition qu'on lui donnait aujourd'hui. La radicalisation, à l'origine, c'est un mot qui était issu donc du mot radical. Et le mot radical, c'est revenir à la racine, et c'est avoir une solution, qui aille à l'essentiel, quoi. En clair... c'est pas péjoratif à la base. C'est pas péjoratif, pour revenir... ça l'est devenu, c'est ça que je vais donner un exemple simple. Il parle de l'extrémisme. Voilà. C'est un exemple que j'ai entendu chez Michéa, et c'est intéressant. Il dit quelqu'un qui est un fanatique ou un extrémiste. D'accord ? Il a une solution qui relève des extrêmes et qui est extrémiste. Pour donner un exemple, tu vas voir ton médecin. Si c'est un extrémiste, tu lui dis que tu as un bouton sur la main, il va dire coupez-lui le bras. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est de l'extrémisme. Mais par contre, si ton médecin il te dit écoutez, je vais vous prescrire un remède radical qui consiste à tant de médicaments par jour, plus une pommade qui vous fera certes mal, mais on va vous brûler cette verrue, et vous serez guéri, c'est une radicalité, certes, mais c'est le seul remède. D'accord ? Donc ça, c'était pour revenir sur l'étymologie du mot radical. Et quand on prend les radicaux de gauche, qui sont au centre de l'échiquier politique français, on ne se dit pas, tiens, ils sont radicaux. Ils veulent revenir à la radicalité de la République. Et on ne leur demande pas pourquoi. Pour revenir aussi à la radicalité chez les mouvements d'extrême gauche ou de gauche, ça avait un sens positif dans le sens où il n'y avait pas de compromis possible avec le capitalisme. On voulait un autre système, on ne voulait pas une réforme. Voilà. Chez les musulmans, radicalisme aujourd'hui, c'est un mot fourre-tout pour dire en clair, on ne veut plus de visibilité, on ne veut plus d'application de l'islam, on ne veut plus de gens qui se revendiquent dans leur éthique et dans leur façon d'agir comme musulmans. En clair, et ça on doit à une certaine... comment s'appelle Madame anti-radicalité Dounia Bouzar. Une certaine Dounia Bouzar qui nous expliquait que quand un élève, parce que c'est elle qui a mis en place qui a suggéré ce nouveau système de dénonciation vichiste qu'on trouve aujourd'hui dans les écoles. Vous savez qu'il y a 30 signalements quand même par jour dans nos écoles sur nos petites têtes brunes auxquelles on reproche. Il y a 8 000 dents en mangeant. Voilà. Je rappelle le numéro de téléphone 0800 00 86 voilà. 56. Donc c'est ça la radicalité aujourd'hui, 56. c'est quelqu'un qui fait le ramadan par exemple. Et donc on téléphone au renseignement, à la police pour dire oui, cet élève s'est radicalisé. Donc la radicalisation aujourd'hui, ce mot correspond, pour être exact, à la criminalisation de l'éthique et de la visibilité musulmane. Ni plus ni moins. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça, réellement ?
Un problème en Tu parles France. de La communauté l'extrémisme. musulmane, non, je parle de la communauté musulmane, oui, l'extrémisme. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans la communauté musulmane, on n'a pas un souci avec ça? Avec l'extrémisme? Oui. Bah, écoute, moi je pense pas, parce que sinon on n'aurait pas Zemmour qui pourrait s'exprimer sur toutes les chaînes de télévision et pouvoir le faire sans aucun souci. Il se retrouverait par On a exemple eu des battu attentes. Oui, oui, mais je veux dire, ou pire, pour une ce génération que je comme la souhaite nôtre, pas, bien pour une évidemment. génération comme la nôtre, Mais qui est- après, il peut le faire. Donc non, je pense que la communauté musulmane est très tolérante, même trop. Moi, je pense qu'il faudrait des mobilisations, non violentes évidemment, mais il faudrait des mobilisations contre Zemmour et contre tous ces gens qui propagent cette guerre contre les musulmans et contre la minorité musulmane en France. Il n'est pas normal que sur RTL ou sur les chaînes publiques qu'on paye de nos deniers, on puisse avoir un discours de guerre. Je rappelle quand même le discours qu'a Zemmour. Il nous parle Guerre civile de guerre civile. Non mais contre les musulmans. les mots sont forts, quand même, et les images aussi. Il nous parle Croisade. de croisade et il nous parle de Charles Martel. Donc, les Et références c'est- sont claires. Et les références il sont est- explicites. On veut, Il est toujours sur RTL en plus. voilà, on veut, en clair, appeler à, je vais peut-être employer les Bah. grands mots, mais à un nettoyage ethnique des musulmans, comme Et en je- Bosnie, parce que c'est ça à la fin, quand tu me parles de Charles Martel, que je sache, c'est un nettoyage ethnique. Si on fait un anachronisme qu'il a fait envers les musulmans, bon, les situations ne sont pas les mêmes, etc. Mais ce que veut Zemmour, c'est clairement cela. Maintenant, il l'exprime sournoisement, certes, mais tout le monde l'a compris. Pour revenir à... Comment cette personne peut continuer à parler, à être reçue dans des mairies, sans que les musulmans, parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés, les anarchistes par exemple, se sont mobilisés pour empêcher ce discours de haine d'être vulgarisé dans nos rues, à Paris. Mais j'ai pas vu de musulmans. Normalement, n'importe quel musulman, et surtout les pères et les mères de famille qui veulent un avenir pour leurs enfants en France, et pas qu'ils se retrouvent comme les juifs des années 40 en France, c'est à eux de se mobiliser pour montrer que cet homme est un danger pour la France, danger pour la paix et un trouble à l'ordre public permanent. Quand il y aura 10 000 personnes qui se mobiliseront et qui seront devant RTL ou devant les chaînes dans lesquelles il apparaît, croyez-moi, le trouble à l'ordre public, il sera avéré et justifié. Et pour poursuivre sa question, en fait, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais par exemple sur F2Souche, sur des sites qui montrent des faits divers, ils vont te dire, voilà, les musulmans, ils font du bruit pendant Ramadan le soir, il y a des jeunes qui font des caillassages. Qu'est-ce que tu réponds à cela? Est-ce que les musulmans ont une part de responsabilité? Est-ce que c'est la société? Est-ce que... F2Souche ne critique pas les musulmans pour leur islam. Il n'attaque pas l'islam en tant que tel. C'est un exemple F2Souche, hein, c'est en général. Non, mais tu me parles de Dans F2Souche, cette, je parle de lui. ouais. Lui, c'est quelqu'un qui défend sa communauté, qui a une vision identitaire et qui pense que une société multiethnique n'a pas lieu d'être en France. C'est son combat. Mais il n'appelle pas à une guerre contre les musulmans. D'accord? Contrairement à Zemmour. D'accord? Donc, je ne les place pas au même degré. Il a un combat qui n'est pas le mien, qui est celui de séparer les communautés et, en clair, on ne soit plus là. Il est communautaire blanc. Communautariste blanc, voilà. Identitaire, t'appelles ça comme tu veux. Bon, je vais pas lui donner les sobriquets qu'il nous donne à nous. Mais en clair, il lutte pour sa communauté sur une vision, on va dire, oui, racialiste, ou je sais pas comment tu peux dire. Même racialiste, c'est pas vrai, parce que la France, c'est pas une race, mais on va dire pour ce qu'ils entendent comme étant français. Donc voilà ce qu'il fait. Il dénonce certains actes, mais quand on réfléchit bien, F2Souche, c'est quoi? C'est une revue de presse. Et on dit F2Souche a un discours islamophobe. Mais il reprend les articles de Libération, du Monde. Donc il y a des questions à se poser. Qui c'est l'islamophobe? Le Monde, Libération, ou c'est F2Souche? Il fait que reprendre le discours mainstream des grands journaux français qui sont, eux, clairement islamophobes. Donc lui, à la limite, il n'a même plus à travailler. C'est le cas, de toute façon. Il fait une revue de presse, il n'a plus qu'à mettre les articles des médias mainstream. des médias mainstream Non, moi, ce que français. je te disais, c'est Et l'islamophobie ils se assimilent un propage. peu tout ce qui se passe de mauvais en France avec l'islam, les jeunes de banlieue. Écoutez, les jeunes des banlieues et ce qu'ils ont fait à Halloween, c'est le produit de la culture française postmoderne. C'est pas la nôtre, que je sache, on fait pas Halloween chez les musulmans, donc je vois pas à quoi ils peuvent nous assimiler, à moins qu'ils Non. se trompent. C'est vrai, mais est-ce que par exemple les quartiers de France
où évidemment là on rentre dans de la sociologie, donc les personnes immigrées sont en même temps les personnes musulmanes, vivent en même temps au même endroit. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans n'ont pas laissé le terrain, abandonné un peu, par exemple dans le domaine des jeunes de banlieue ou... Oui, effectivement. Il y a, alors, Il y a une part Il y a de deux responsabilité un peu... non, il faut être responsable. Il y a l'État français qui a tout fait pour que les musulmans ne s'organisent pas. Pour que les grands frères, qu'ils soient musulmans ou non, ne puissent pas interagir avec leurs petits frères. On a coupé cette relation. On l'a criminalisé. Parce que ces gens-là voulaient que leurs petits frères fassent des études, que ce soit des gens qui aient une éthique. Et ça, on leur a dit non. Ok ? Donc ça, c'est la responsabilité de l'État français. À la place, on a promu, vous n'avez qu'à voir l'exemple de Trappes, qui est très probant, les gens qui sont sortis de là-bas, la culture lafouine, qu'on a distillée dans tous les Walkman, j'allais dire, MJC. dans toutes les MJC et tous nos écrans TV et sur YouTube, en disant, ces gens sont votre modèle. D'accord ? Soit tu seras humoriste, soit tu seras rappeur, soit tu seras footballeur. Et quand ces gens font ce qu'ils font, ils le reprochent à leurs parents, à qui on a interdit de donner et de transmettre une culture musulmane qu'on dénie aujourd'hui et une visibilité musulmane qui va de pair. Après, pour ce qui est de la responsabilité, je pense que oui, elle existe. Elle existe chez nous. C'est le fait de ne pas avoir pris les choses en main. C'est-à-dire qu'on a laissé faire dans les banlieues, notamment, là je parle des religieux et des grands frères. Alors les grands frères ont cette expérience politique, ils ont fait partie, comme tu dis, des MJC, ils ont fait la marche des beurs, etc. Ils n'en ont tiré aucune leçon. Ils sont passés du PS, aujourd'hui on les voit au front de gauche. C'est front de gauche ça s'appelle, oui c'est ça, Oui, les insoumis, bref. Ouais, Avec Mélenchon qui crache sur l'islam jour et nuit et qui soutient le PKK terroriste. Moi ça m'étonne de voir ces gens-là ne pas tirer des leçons de l'histoire. À un moment, quand on se moque de toi, organise-toi, fais les choses pour les tiens, arrête de servir les autres. Coller des affiches, ça va un moment. T'auras jamais de poste. Il faut comprendre, il y a plus de députés musulmans chez En Marche que chez Mélenchon. Il faut se poser des questions à un moment. Ça, c'est une chose. Après, là, je parlais donc des grands frères qui apparemment ne veulent pas sortir de l'esprit quémandeur, toujours à quémander que le petit blanc de gauche, le petit offrant, mais dans certains quartiers, dans d'autres, que le petit blanc de gauche veuille bien, le laisser s'asseoir à la même table, même si c'est en bout de table. On n'est pas là pour supplier. On exige. C'est différent. Et tu parlais des religieux aussi. Et les religieux, effectivement, bon, ça c'est, comme je disais, on juge un arbre à ses fruits. On a vu qu'il y a eu différents mouvements en France. Tablier. Je ne vais pas les citer, mais qui sont plus ou moins quiétistes, ou d'autres plus exaltés, et on voit que concrètement, ils n'ont rien construit en France, ou d'autres soi-disant politiques. Et ils n'ont rien construit en France. Ils n'ont rien fait pour faire en sorte que la jeunesse musulmane acquiert un sens de la communauté, une identité, une culture, et une façon d'être qui correspondent à une certaine éthique. Ils n'ont rien fait. Et ce quiétisme qui a dénoncé, puisque c'est la pire des religions, que celle-ci, a consisté à vouloir se sauver soi-même sans sauver les autres, qui est, on va dire, l'oxymore même le contraire même, l'inverse même de l'esprit islamique. Ces gens ont essayé de se sauver eux-mêmes, et paradoxalement, aujourd'hui, c'est leurs enfants qui se droguent. Parce qu'il faut dire la vérité. On a de nombreux grands frères qui ont une belle djellaba et qui prient tous les jours et qui ont appris je ne sais combien de versets, de hadiths et je ne sais quoi encore, mais qui trouvent leurs enfants parce qu'ils ont délaissé leur quartier et qu'ils ont abandonné les autres enfants à une époque, donc leurs enfants sont devenus comme ces enfants, en l'occurrence, des voyous. Aujourd'hui, ils se réveillent. Ou du moins, je ne sais pas s'ils se réveillent, mais il serait temps. Super. Et le terme que j'avais oublié, c'était islam politique. Qu'est-ce que tu penses de ce terme alors ? L'islam politique, comme je dis, il y a des chrétiens démocrates, il y a des chrétiens qui œuvrent comme le parti, je ne me rappelle plus, de Poisson, Démocrate chrétien. Ouais. démocrate chrétien. Il y avait Boutin aussi à l'époque. Il y avait Boutin à l'époque. Il y a eu. L'UDF, c'est aussi démocrate chrétien à un moment donné.
qu'il y a eu à l'époque l'abbé Pierre qui siégeait à l'Assemblée nationale avec sa soutane et qui se réclamait de l'esprit de la Bible. Et à nous, on nous refuserait d'avoir une éthique musulmane dans notre façon d'agir, de penser le monde. Bah écoutez, non, on restera nous-mêmes. On ne peut pas se départir de ce qui fait notre être. L'homme n'est pas que chair, il est aussi pensée, politique, âme. Et Non, ce qu'ils veulent, effectivement, en c'est tant que musulman, on a une éthique musulmane. On est effectivement contre les lois antisociales. Je vais vous donner un exemple pour pas tomber toujours dans les stéréotypes. En tant que musulman, les lois antisociales, ça nous dérange. En tant que musulman, cette société de consommation qui abrutit les masses nous dérange. Et ça, on entend le dire au nom de nos valeurs. On va terminer sur cette note, Elias Dimzalen. Je rappelle que tu es fondateur du site Islam et Info. J'invite les gens à se référer à ce site. Et puis, je te remercie. Puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. Inch'Allah, à bientôt, à vous tous. Et Binillah, on construira et on sera plus fort.